Imaginez un instant, vous possédez tout ce que l'argent peut acheter, une carrière brillante, un appartement de luxe à Paris, une vie de prestige. Pourtant, un vide immense creuse votre âme, un écho d'un passé douloureux que vous tentez d'oublier. Et si, un jour, ce passé revenait vous faire face sous les traits d'un petit garçon qui est votre copie conforme? C'est le voyage de Julien, un homme déchiré entre deux mondes, sur le point de faire une découverte qui va bouleverser son existence. Préparez-vous à une histoire où les secrets les plus profonds éclatent au grand jour, transformant à jamais le destin de chacun. Julien Delcourt, à 27 ans, était l'héritier d'un empire agroalimentaire fondé par son père, le puissant Alain Delcourt. Sa vie parisienne était un tourbillon de réunions d'affaires, de dîners mondains et de week-ends luxueux. Sa fiancée, Chloé, une influenceuse à la beauté sculpturale, était la pièce maîtresse de cette existence parfaite en apparence. Mais derrière cette façade dorée se cachait une blessure jamais refermée, une enfance brisée par la perte tragique de sa mère et 2 années passées au foyer pour enfants, l'Horizon, dans la petite ville normande de Valmont-sur-Seine. C'est là, loin du faste parisien, que se trouvaient les fantômes de son passé et, sans qu'il le sache, les clés de son avenir. Chaque année, à l'approche de Noël, Julien ressentait le besoin irrépressible de retourner à Valmont, non pas pour affronter ses démons, mais pour offrir aux enfants du foyer un peu de la magie qu'ils n'avaient jamais eue, un geste qui exaspérait profondément Chloé. Le téléphone vibra sur la table basse en marbre, arrachant Julien à sa contemplation du ciel gris de Paris. Le nom de Chloé s'afficha. Il soupira, anticipant la tempête. « Julien, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» lança-t-elle sans préambule, sa voix stridente crissant dans le silence de l'appartement. « Mon assistante vient de me dire que tu as encore fait virer une somme folle à ce foyer. » Julien se massa les tempes. « Chloé, nous en avons déjà parlé. C'est pour les cadeaux de Noël des enfants. » Il entendit un rire bref et méprisant. « Des enfants ? Tu gaspilles une fortune pour des inconnus alors que je t'ai parlé de cette soirée de gala depuis des semaines. Tu te rends compte de l'image que tu donnes. On dirait que tu as honte de ton argent. » L'air de l'appartement, parfumé par un diffuseur hors de prix, lui parut soudain suffocant. Chaque mot de Chloé était un clou de plus dans le cercueil de leur relation. Il sentait un fossé se creuser entre son monde à elle, fait de paraître et de paillettes, et ce besoin viscéral qu'il avait de se reconnecter à quelque chose de vrai. « Ce n'est pas ton argent, Chloé, et ce que j'en fais ne te regarde pas, » répondit-il, sa voix plus lasse qu'agressive. « Oh, ça ne me regarde pas. Ton image, c'est mon image. Je suis ta fiancée, au cas où tu l'aurais oublié. Tu préfères jouer au grand philanthrope dans ton trou perdu plutôt que de t'occuper de notre avenir. » Le mot « trou perdu » le frappa en plein cœur. Valmont, l'endroit de ses pires cauchemars et de ses souvenirs les plus tendres. Il est temps que tu grandisses, Julien. Ton père ne t'a pas envoyé là-bas pour que tu y restes coincé pour toujours. Elle avait touché un point sensible, mélangeant tout, comme à son habitude. « Écoute, Chloé, je dois y aller. La livraison des cadeaux est organisée. Je ne peux pas annuler. » Il y eut un silence glacial, puis sa voix devint mielleuse, une arme qu'elle maniait avec expertise. « Très bien, fais ce que tu as à faire. Mais quand tu rentreras, nous devrons avoir une conversation très sérieuse sur nos priorités. » Il raccrocha, le cœur lourd. Ses priorités. Pour la première fois, il se demanda s'ils avaient jamais eu les mêmes. 1 heure plus tard, le V8 de son coupé sport rugissait sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie. La pluie fine commençait à strier le pare-brise, transformant les lumières des autres voitures en comètes fugaces. Le paysage urbain laissait place aux champs verts et humides. Julien appuya sur l'accélérateur, comme pour fuir la voix de Chloé qui résonnait encore dans sa tête. Il quitta l'autoroute et s'engagea sur les routes départementales sinueuses. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé était le seul son, un rythme hypnotique qui déverrouilla une porte scellée de sa mémoire. Il se revit, petit garçon de 5 ans, sur la banquette arrière de la voiture de sa mère. La même pluie, le même paysage défilant, le souvenir de son rire, clair comme du cristal, puis le choc assourdissant, le silence irréel et l'odeur âcre de métal tordu. Il serra le volant, ses jointures blanchissant.
Il avait passé des années à essayer d'enfouir cette image, mais Valmont avait sa propre façon de faire remonter les choses à la surface. Il entra dans Valmont-sur-Seine alors que les lampadaires commençaient à s'allumer, jetant une lueur dorée sur les pavés humides. Les maisons à colombages semblaient se pencher les unes vers les autres, comme pour se raconter de vieux secrets. L'air sentait la terre mouillée, la fumée de bois et quelque chose de sucré provenant de la boulangerie du coin. C'était un monde à des années-lumière de Paris. Il se gara devant une vieille bâtisse en pierre, plus élégante que les autres, avec des géraniums encore vaillants aux fenêtres malgré la saison. C'était là qu'habitait madame Élise Dubois, une retraitée qui lui louait une chambre lors de ses séjours. Il sonna. La porte s'ouvrit sur une petite femme aux yeux pétillants et aux cheveux blancs coupés courts. « Ah, le voilà l'enfant prodigue !» lança-t-elle avec un sourire malicieux. « Je commençais à croire que les lumières de la capitale vous avaient définitivement avalé. Entrez, vous allez prendre froid. » Sa chaleur et sa franchise étaient un baume sur ses nerfs à vif. Il se sentit pour la première fois de la journée un peu chez lui. « J'espère que vous n'avez pas trop attendu, madame Dubois, » dit Julien en déposant son sac dans l'entrée. L'appartement sentait le bois ciré et le café chaud. « Appelez-moi Élise, jeune homme. Madame Dubois, ça me donne l'impression d'avoir 100 ans. Et ne vous en faites pas, j'ai l'habitude des allées et venues. » Elle le conduisit au salon, un havre de paix rempli de livres, de photos anciennes et de meubles qui avaient une âme. « Alors, cette fiancée parisienne, elle ne vous a pas accompagné cette fois-ci? Elle n'aime pas l'air de la campagne ?» La question était directe, sans malice, mais elle toucha juste. Julien esquiva. « Elle est très occupée, le travail. » Élise plissa les yeux, comme si elle pouvait lire en lui. « Le travail, bien sûr. Servez-vous un café. Je parie que vous n'avez rien mangé de décent. » Il s'installa dans un fauteuil moelleux, une tasse fumante entre les mains. Il ne s'agissait pas seulement d'une chambre à louer. Chez Élise, il trouvait une sorte de refuge, une authenticité qui lui manquait cruellement. Le lendemain matin, après avoir supervisé la livraison des cadeaux au foyer, Julien décida de commencer sa mission. Il voulait investir dans la région, créer quelque chose de durable, un restaurant qui mettrait en valeur les produits locaux. C'était son projet secret, une façon de rendre à cette ville ce qu'elle lui avait pris, mais aussi donné. En arpentant la rue principale, un nom lui revint en mémoire. Camille, la petite fille d'Élise. Il se souvenait d'elle, de leur conversation maladroite il y a quelques années. Elle était passionnée, vive, et elle rêvait d'ouvrir son propre restaurant. Une idée folle germa dans son esprit, et s'il lui proposait de l'aider? Il rentra à l'appartement, le cœur battant un peu plus vite. « Élise, auriez-vous le numéro de votre petite fille? J'aurais une proposition professionnelle à lui faire. » La vieille dame lui lança un regard entendu, un petit sourire en coin, et lui tendit un carnet d'adresses usé. « Faites attention, mon garçon, c'est une fille bien, pas le genre à se laisser impressionner par les belles voitures. » Il composa le numéro, une boule d'appréhension dans l'estomac. La voix de Camille était exactement comme dans son souvenir, chaleureuse et un peu hésitante. « Allô ? Camille, c'est Julien, Julien Delcourt, le locataire de votre grand-mère. » Il y eut un silence. Il imagina sa surprise. « Oh, Julien. Oui, je me souviens. Comment allez-vous » Il se lança, expliquant maladroitement son projet de restaurant, son besoin d'un avis local, d'une expertise. Il lui proposa de l'inviter à dîner pour en discuter, en se faisant passer pour un simple client, afin d'évaluer les établissements de la ville. Elle y hésita, et il sentit qu'il devait insister. « Considérez cela comme une mission de consultant. Je vous dédommagerai pour votre temps, bien sûr. » Elle rit, un son clair qui le détendit. « Pas la peine, mais je suis curieuse. D'accord. Il y a le vieux manoir. C'est censé être le meilleur de la ville. On se retrouve là-bas à 20h. » Il accepta, soulagé et étrangement excité. Ce dîner était bien plus qu'une simple étude de marché. Le restaurant Le Vieux Manoir était aussi prétentieux que décevant. Une belle bâtisse normande gâchée par une décoration sans âme. La nappe était tachée
et le serveur les ignora pendant 10 bonnes minutes. Camille, cependant, était radieuse. Elle portait une robe simple qui mettait en valeur ses yeux vifs et son sourire éclatant. La gêne des premières minutes se dissipa rapidement. Elle parlait de sa passion pour la cuisine avec une flamme dans le regard qui le fascinait. « J'ai fait une école hôtelière, mais la vie, vous savez. J'ai dû trouver un travail plus stable. Je suis comptable dans un atelier de confection. » Il y avait une pointe de regret dans sa voix. « Mais vous pourriez tout recommencer, » dit Julien. « Vous avez le talent, j'en suis sûre. » Elle le regarda, un long regard intense. « Ce n'est pas si simple. Il n'y a pas que moi à prendre en compte. » Cette phrase resta en suspens entre eux, mystérieuse. Le plat principal arriva, une viande trop cuite et des légumes sans saveur. Ils échangèrent un regard complice et éclatèrent de rire. « Au moins, on sait ce qu'il ne faut pas faire, » dit-elle en repoussant son assiette. « Le potentiel est là. Le terroir est incroyable, mais il manque de passion. Ils ne cuisinent pas, ils assemblent. » Elle se mit à décrire le restaurant de ses rêves, une cuisine ouverte, des produits frais du marché, un menu qui change chaque semaine. Julien l'écoutait, captivé. Elle n'était pas seulement passionnée, elle était compétente. Chaque idée était réfléchie, chaque détail pensé. Il se rendit compte qu'il n'avait pas eu une conversation aussi stimulante et authentique depuis des années. Avec Chloé, les sujets tournaient autour des marques, des vacances de luxe et des derniers ragots. Avec Camille, il parlait de rêve, de travail, de la vie réelle. Il se sentait vu, compris. La soirée s'acheva sur cette note d'évidence. Ce restaurant, il ne le construirait pas sans elle. C'était devenu son projet, à elle autant qu'à lui. Il le savait, même s'il n'osait pas encore le formuler à voix haute. Il la raccompagna à pied sous un ciel étoilé et froid. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais rempli d'une tension agréable. Les rues de Valmont étaient désertes, leurs pas résonnaient sur les pavés. Devant la porte de son immeuble, ils s'arrêtèrent. « Merci pour la soirée, Julien. C'était inattendu. C'est moi qui vous remercie, Camille. Vous m'avez donné plus d'idées en 2 heures que toutes mes études de marché. » Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés. Il vit quelque chose dans ses yeux, une lueur de curiosité, peut-être même d'attirance. Sans réfléchir, poussé par une impulsion qu'il ne contrôlait pas, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque timide, mais chargé d'une électricité brute. Elle ne le repoussa pas. Au contraire, elle répondit avec une intensité qui le surprit. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. « Je dois y aller, » murmura-t-elle avant de disparaître dans le couloir. Il resta là, le cœur battant à tout rompre, le goût de ses lèvres encore sur les siennes. Cette ville ne contenait plus seulement ses fantômes, elle contenait désormais une promesse. Le lendemain, Julien racheta le vieux manoir. Le propriétaire, un homme au bord de la faillite, fut trop heureux de s'en débarrasser à un prix dérisoire. En quelques heures, Julien était devenu propriétaire d'un restaurant. La nouvelle se répandit vite dans la petite ville. Lorsqu'il appela Camille pour lui annoncer, elle fut stupéfaite. « Vous avez fait quoi? Mais vous êtes fou. »« Peut-être, » répondit-il en souriant, « mais j'ai besoin d'un chef, un vrai, quelqu'un qui a de la passion. Je ne connais personne de plus qualifié que vous. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Il entendait sa respiration, le tourbillon de ses pensées. « Julien, c'est impossible. Je ne peux pas. » « Pourquoi? À cause de ce baiser? On peut oublier si c'est ce qui vous bloque. C'est une offre purement professionnelle. » Mais il mentait. Ce n'était plus seulement professionnel. « Non, ce n'est pas ça, » dit-elle, sa voix soudainement fragile. « C'est plus compliqué, je dois réfléchir. Laissez-moi un peu de temps. » Il accepta, mais son refus énigmatique le laissa perplexe et inquiet. Des affaires urgentes l'obligèrent à retourner à Paris pour quelques jours. Le trajet lui parut interminable. Valmont et le visage de Camille occupaient toutes ses pensées. L'air de Paris lui sembla lourd, pollué, après la fraîcheur de la Normandie. À peine avait-il franchi la porte de son appartement que Chloé l'attendait, furieuse. « Alors, ce petit voyage caritatif? J'ai appris des choses intéressantes. Apparemment, tu achètes des restaurants maintenant. Et tu passes tes soirées avec des filles du coin. »
Quelqu'un avait parlé. La nouvelle avait voyagé plus vite que lui. La confrontation était inévitable, et pour la première fois, il ne la redoutait pas, il la souhaitait. Il se sentait prêt à mettre un terme à cette comédie. Il la regarda, si belle et si vide, trônant au milieu de ce décor luxueux et froid qui ne lui ressemblait plus. Il n'appartenait plus à ce monde, il ne voulait plus y appartenir. La conversation qui suivit fut violente, pleine de reproches et de larmes de crocodile de sa part. Mais quand il prononça les mots « C'est fini, Chloé », un poids énorme se détacha de ses épaules. Chloé n'accepta pas la rupture facilement. Elle hurla, menaça, tenta de le manipuler. « Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, pour ton image, tu vas le regretter, Julien. Tu reviendras en rampant. » Mais ces menaces glissaient sur lui. Il se sentait étrangement calme, comme un navire qui a enfin trouvé son cap après avoir dérivé dans le brouillard. Il lui laissa l'appartement, la voiture, tout ce qu'elle voulait. Ces objets n'avaient plus aucune valeur à ses yeux. Il fit une valise avec le strict nécessaire et quitta cet appartement sans un regard en arrière. En descendant dans la rue, l'air froid de la nuit parisienne lui sembla pur, vivifiant. Il était libre. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il avait l'impression de prendre sa vie en main, de faire un choix pour lui-même et non pour son père, pour son statut ou pour les apparences. Il reprit la route de Valmont, non plus comme un visiteur, mais comme un homme qui rentre chez lui. Son retour à Valmont fut différent. Il n'était plus un touriste dans son propre passé. Il était un entrepreneur, un bâtisseur. Il passa les jours suivants au foyer L'Horizon, non seulement pour superviser la distribution des cadeaux, mais pour aider. Il discutait avec les éducateurs, jouait avec les enfants, participait à la décoration du grand sapin de Noël qui trônait dans le hall. L'odeur du pain et du chocolat chaud, les rires des enfants, le chaos joyeux qui régnait dans la grande bâtisse, tout cela le ramenait à une part de lui-même qu'il avait cru perdue. Il se sentait utile, vivant. Martine, la directrice du foyer, une femme douce et perspicace qu'il avait connue enfant, l'observait avec un regard bienveillant. « Tu as changé, Julien, lui dit-elle un après-midi. Tu as l'air plus apaisé. » Il sourit. « J'ai l'impression de me retrouver. » Il n'avait pas encore eu de nouvelles de Camille, et une part de lui était anxieuse. Il décida de lui faire une surprise, d'aller la voir directement à la sortie de son travail. Cependant, une intuition le poussa d'abord à retourner au foyer. Les enfants revenaient de leur sortie scolaire et l'effervescence était à son comble. Il se posta près du grand sapin, observant la scène avec un sourire. Les petits couraient partout, leurs joues rouges de froid, leurs yeux brillants d'excitation. C'est alors qu'il le vit. Un petit garçon d'environ 4 ou 5 ans se tenait un peu à l'écart. Il était concentré sur une guirlande qu'il tentait de démêler. Le cœur de Julien s'arrêta. Le monde autour de lui sembla ralentir. Les sons s'étouffèrent. Le petit garçon avait les mêmes cheveux châtain foncé que lui, la même façon de pencher la tête quand il était concentré. Une vague de vertige le submergea. C'était une ressemblance troublante, une de celles que l'on ne peut ignorer. Il sentit une sueur froide perler sur son front. Qui était cet enfant? Il n'y avait que 50 enfants au foyer. Il aurait dû le remarquer avant. C'était impossible. Son cerveau refusait de faire le lien, de comprendre l'évidence qui le frappait avec la force d'un poing. Le garçon, sentant peut-être son regard, se retourna, et le souffle de Julien se coupa net. Ce n'était plus une ressemblance, c'était un miroir. Les mêmes yeux sombres, la même forme de visage, le même petit grain de beauté au-dessus de la lèvre. Il se voyait lui-même, des années en arrière, une réplique parfaite, une miniature de lui-même. Pris d'un tic nerveux qu'il avait depuis l'enfance, Julien passa une main dans ses cheveux, et l'enfant, dans un mimétisme parfait, fit exactement le même geste, passant sa petite main dans sa propre tignasse. Le coup de grâce. L'univers entier de Julien bascula sur son axe. Le bruit du hall lui revint aux oreilles, assourdissant. Il était incapable de bouger, pétrifié, le regard fixé sur ce petit être qui venait de dynamiter toutes ses certitudes. Chaque battement de son cœur martelait une question sans réponse. Qui? Comment? Pourquoi? Il n'était pas seulement en train de regarder un enfant. Il était en train de regarder son propre reflet séparé de lui
par 23 ans d'ignorance. Il fit un pas, puis un autre, comme un automate. Il devait parler à cet enfant, entendre sa voix. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, son corps tremblant. « Bonjour », réussit-il à articuler, sa voix rauque. Le petit garçon le regarda, avec de grands yeux curieux, sans peur. Il serrait un petit camion de pompiers rouge dans sa main. Il n'eut pas le temps de répondre. Une voix derrière Julien le glaça sur place. Une voix qu'il connaissait, mais chargée d'une froideur qu'il ne lui avait jamais entendue. « Mathéo, ne parle pas aux inconnus. » Il se retourna lentement. Camille était là. Son visage était pâle, ses traits tirés. Dans ses yeux, il ne lut ni la chaleur de leurs baisers, ni la passion de leur conversation, mais une colère froide et une douleur infinie. Tout s'assembla dans son esprit avec une clarté brutale. Le refus de Camille, sa phrase, ce n'est pas si simple. L'enfant, son enfant. Le petit garçon, Mathéo, contourna Julien et courut se blottir contre les jambes de Camille. « Maman !» Ce simple mot, prononcé par cette petite voix, fut pour Julien comme une déflagration. Il était père, et il ne l'avait jamais su. « Camille !» commença-t-il, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-il dire? Le regard qu'elle lui lança était un mur de glace. Elle prit son fils par la main et commença à s'éloigner, sans un mot de plus. Julien resta là, à genoux sur le sol froid, incapable de la suivre, incapable de réfléchir. Il était un spectateur de sa propre vie qui venait de s'effondrer. Martine, la directrice, qui avait assisté à la scène de loin, s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Viens dans mon bureau, Julien. » Il la suivit machinalement, ses jambes en coton. Il s'assit lourdement sur la chaise en face de son bureau, la tête entre les mains. Le silence était pesant. Finalement, Martine parla, sa voix douce mais ferme. « Je crois que nous avons des choses à nous dire. » Elle lui raconta alors ce qu'il n'avait jamais su, comment Camille avait découvert sa grossesse peu après son départ, des années auparavant. Comment elle avait essayé de le joindre, en vain, et comment, désespérée, elle était venue jusqu'à Paris. « Elle est venue à ton appartement, » continua Martine, « mais ce n'est pas toi qui as ouvert la porte, c'était cette jeune femme, ta fiancée. » Julien releva la tête, le cœur glacé. Chloé. Camille a tout expliqué. Elle ne demandait rien, seulement que tu saches, mais ta fiancée l'a menacée. Elle lui a dit que si elle s'approchait encore de toi, elle utiliserait l'argent et l'influence de ta famille pour lui faire retirer la garde de l'enfant en la faisant passer pour une croqueuse de diamants instable. Camille a eu peur. Elle est partie et a décidé de t'effacer de sa vie pour protéger son fils. Chaque mot de Martine était un coup de poignard. Il avait été là, à quelques mètres, et Chloé lui avait volé sa paternité, son fils. Une rage sourde monta en lui, une haine violente pour cette femme qui avait, par pure jalousie, détruit 3 vies. Mais la rage laissa vite place à un désespoir infini. Il avait été aveugle. Il n'avait rien vu, rien deviné. Il avait laissé une femme toxique contrôler sa vie et l'isoler de la seule chose qui comptait vraiment. Il ne savait pas combien de temps il resta prostré dans le bureau de Martine. Les minutes s'étiraient en heures. La porte s'ouvrit soudain. Julien ne leva même pas les yeux. « Fils, que se passe-t-il? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » C'était la voix de son père, Alain. Il avait décidé de lui faire une surprise. En voyant le visage dévasté de son fils et l'air grave de Martine, il comprit que quelque chose de terrible s'était produit. « Papa !» La voix de Julien était brisée. Il lui raconta tout. L'enfant, Camille, les mensonges de Chloé. Alain écouta en silence, son visage se durcissant à chaque mot. Quand Julien eut fini, son père ne dit rien pendant un long moment. Il se tourna vers Martine, et un regard étrange, chargé d'une histoire que Julien ne connaissait pas, passa entre eux. « Ne fais pas la même erreur que moi, Julien, » dit finalement Alain, sa voix grave. « Ne laisse pas la fierté ou la peur te faire perdre des années. J'ai fait cette erreur, une seule fois, et je l'ai regrettée chaque jour. » Alain se tourna de nouveau vers Martine. « Je suis venu ici pour toi aussi, Martine. J'ai été un imbécile. Il y a des années, je t'ai fait une proposition
indigne. J'étais arrogant, aveuglé par mon statut. Je t'ai manqué de respect, et je m'en suis voulu toutes ces années. » Julien regardait stupéfait cette confession inattendue. Son père et Martine, je suis peut-être trop vieux pour réparer mes erreurs, continua Alain, mais je ne repartirai pas d'ici sans avoir essayé. Puis il se concentra de nouveau sur Julien. Toi, tu as une chance de connaître ton fils, de te faire pardonner par cette femme. Ne la gâche pas. Va la voir. Sois honnête. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, pas ce que tu crois devoir dire. L'amour d'un enfant ne s'achète pas, il se mérite. Les mots de son père, empreints d'un regret si palpable, eurent l'effet d'un électrochoc. Il avait raison, il ne pouvait pas rester là à se morfondre. Il devait agir. Il se leva, une nouvelle détermination dans le regard. Il ne savait pas ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il devait y aller. Sur le chemin, il s'arrêta devant un magasin de jouets. Sans réfléchir, il entra et acheta tout ce qui pouvait plaire à un garçon de 5 ans. Des voitures, un circuit de train électrique, des Legos. Il chargea sa voiture, les bras remplis de boîtes colorées, symbole maladroit d'un temps qu'il voulait rattraper. Il se gara devant l'immeuble de Camille, celui où il l'avait embrassé ce qui lui semblait être une éternité auparavant. Il monta les escaliers, le cœur au bord des lèvres. Chaque marche était une épreuve. Il sonna, s'attendant à ce qu'elle lui claque la porte au nez. La porte s'entr'ouvrit. Camille le regarda, les yeux rougis, mais le visage fermé. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Il ne répondit pas avec des mots. Il lui montra les cadeaux, un geste presque enfantin. « C'est pour lui. Je peux entrer, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Elle hésita, puis finit par s'écarter, le laissant passer dans le petit appartement chaleureux. Matteo était dans le salon, construisant une tour de cubes. En voyant Julien, il arrêta son jeu, le regardant avec une curiosité prudente. Julien posa maladroitement les boîtes sur le sol. « C'est pour toi, » dit-il doucement. Les yeux de Matteo s'écarquillèrent. Il jeta un regard interrogateur à sa mère. Camille, après une longue hésitation, hocha la tête. Ce fut le signal. Le petit garçon se jeta sur les cadeaux avec des cris de joie. Julien s'assit par terre avec lui, l'aidant à déballer un camion de chantier. Leurs mains se frôlèrent. Pour la première fois, il touchait son fils. Une émotion si puissante le submergea qu'il dut retenir ses larmes. Camille les observait depuis le canapé, silencieuse, un conflit visible sur son visage. Pendant 1 heure, Julien oublia tout. Il redevint un enfant, jouant sur le tapis, faisant des bruits de moteur, construisant des tours pour les démolir ensuite. Matteo, d'abord timide, se détendit et commença à babiller, lui expliquant les règles de ses jeux imaginaires. C'était simple, c'était pur. C'était tout ce qui lui avait manqué sans même le savoir. Quand Matteo, épuisé, finit par s'endormir au milieu de ses nouveaux jouets, Camille le porta dans sa chambre. Julien l'attendit dans le salon, le silence soudain pesant. Quand elle revint, elle s'assit en face de lui. « Pourquoi es-tu là, Julien ? Vraiment ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que je suis un idiot qui a laissé la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée lui filer entre les doigts, un idiot qui n'a pas su voir ce qui était juste devant lui. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je ne te demande pas de me pardonner, pas maintenant, c'est trop tôt, mais laisse-moi une chance de faire partie de sa vie, de votre vie. Laisse-moi te prouver que l'homme que tu as connu n'est pas celui que je veux être. » Sa voix était sincère, dépouillée de toute arrogance. Il était vulnérable et il voulait qu'elle le voie. Il n'avait plus rien à perdre, car il avait déjà perdu l'essentiel sans même le posséder. Camille le fixa longuement, sondant son regard, cherchant la moindre faille, le moindre mensonge. Elle se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce. « Tu sais ce que j'ai traversé ?» dit-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « J'ai élevé mon fils seul. J'ai tremblé à chaque fièvre, j'ai pleuré de fatigue, j'ai travaillé comme une folle pour qu'il ne manque de rien, pendant que toi, tu vivais ta vie de rêve à Paris. »« Je sais, » murmura-t-il, « et rien ne pourra jamais effacer ça. Mais je suis là maintenant, et je ne repartirai pas. Que tu le veuilles ou non, je suis son père. Je ne t'abandonnerai plus, ni lui, ni toi. » Il s'approcha d'elle, lentement, lui laissant l'espace de reculer.
Mais elle ne bougea pas. Il prit doucement ses mains dans les siennes. Elles étaient froides. « Je t'aime, Camille. Je crois que je t'ai aimée dès notre première rencontre, mais j'étais trop stupide et trop lâche pour l'admettre. » Une larme coula sur la joue de Camille. Elle ne la chassa pas. C'était la première fissure dans le mur de glace qu'elle avait érigé autour de son cœur. Le téléphone de Julien sonna, brisant l'intensité du moment. C'était son père. Il décrocha, mettant le haut-parleur sur un signe de tête d'Alain. « Julien, alors ?»« Elle est là, papa. » Il y eut un soupir de soulagement à l'autre bout du fil. « Camille, ma chère enfant, » dit Alain, sa voix pleine d'émotion. « Je ne trouverai jamais les mots pour m'excuser du comportement de mon fils et de l'aveuglement de son père. Je vous demande pardon à tous les deux. Ne perdez pas de temps, la vie est trop courte pour les regrets. Je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. » Il marqua une pause. « D'ailleurs, je vous appelle pour une bonne nouvelle. Martine et moi, nous venons de fixer une date. Nous allons nous marier. » Julien et Camille échangèrent un regard stupéfait. Un petit sourire naquit sur les lèvres de Camille, le premier vrai sourire de la soirée. L'idée de ce couple mûr, trouvant le bonheur après tant d'années, était une lueur d'espoir inattendue, un symbole puissant que les secondes chances existaient vraiment. Après avoir raccroché, un silence confortable s'installa. L'atmosphère s'était détendue. L'avenir était encore incertain, mais une porte venait de s'entr'ouvrir. Julien sentit que c'était le moment. « Mon père a eu une bonne idée, » dit-il doucement. « La vie est trop courte. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte qu'il avait achetée en même temps que les jouets, sur une impulsion. Il s'agenouilla devant elle. « Camille, je sais que je n'ai aucun droit. Je sais que je dois tout mériter, mais je veux passer le reste de ma vie à te prouver mon amour et à être le père que Mathéo mérite. Je ne veux plus jamais être loin de vous. Épouse-moi. » Les yeux de Camille s'emplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, d'émotion. Elle regarda l'homme à genoux devant elle, si différent du jeune héritier arrogant qu'elle avait connu. Elle regarda vers la chambre où dormait son fils. Et elle sut que leur famille, enfin, pouvait être complète. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je le veux. » Le mariage fut célébré quelques mois plus tard, dans le parc du restaurant que Julien avait rebaptisé chez Camille. Ce n'était pas une, mais 2 cérémonies. Alain, le visage rayonnant, attendait Martine au bout de l'allée. Et à ses côtés, Julien, plus nerveux, mais tout aussi heureux, attendait Camille. Mathéo, magnifique dans un petit costume, tenait fièrement les alliances. Il n'était plus le petit garçon timide du foyer, mais un enfant épanoui qui tenait fermement la main de son père et de son grand-père. Quand Camille apparut, au bras de sa grand-mère Élise, un silence admiratif parcourut l'assemblée. Elle était d'une beauté simple et lumineuse. Leurs regards se trouvèrent et ne se quittèrent plus. C'était plus qu'un mariage. C'était la célébration de la résilience, du pardon et de la reconstruction. C'était la promesse d'un avenir bâti, non pas sur les cendres du passé, mais sur des fondations d'amour, de vérité et d'honnêteté. Julien prit la main de Camille dans la sienne. Tout avait commencé dans cette petite ville, et c'est ici que sa vraie vie, enfin, commençait. La fête qui suivit fut à l'image des mariés, joyeuse, simple et authentique. Les enfants du foyer, l'horizon, étaient les invités d'honneur, courant et riant dans le grand jardin. La cuisine de Camille, qui était désormais aux commandes du restaurant le plus prisé de la région, enchanta les convives. Julien n'avait jamais été aussi heureux. Il regardait son fils jouer avec son grand-père, il regardait sa femme discuter avec ses amis, et il sentait une plénitude qu'aucune fortune ne pourrait jamais lui offrir. Plus tard dans la soirée, alors que la musique entraînait les danseurs, il attira Camille à l'écart, près d'un vieux chêne. « Tu es heureuse ?» lui demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Elle se blottit contre lui. « Je n'ai jamais cru que ce serait possible. Tu m'as rendu la foi en l'avenir. » Il l'embrassa tendrement. « C'est toi qui m'as sauvée, Camille. Tu m'as montré le chemin pour rentrer à la maison. » Et sa maison, ce n'était plus un lieu, mais ces 2 personnes, cette femme incroyable et ce petit garçon qu'il appelait désormais papa. La journée s'achevait,
Le soleil couchant peignait le ciel de Normandie de teintes roses et orangées. Matteo, fatigué mais ravi, s'était endormi dans les bras de son père. Julien le berçait doucement, le cœur débordant d'un amour protecteur et infini. Il repensa au chemin parcouru, de l'héritier vide et solitaire à l'homme qu'il était devenu, un mari et un père. Il avait fallu une révélation brutale, un miroir de 5 ans, pour le forcer à ouvrir les yeux sur sa propre vie. Il avait compris que la vraie richesse ne se comptait pas en euros sur un compte en banque, mais en moments de joie partagés, en rires d'enfants et dans le regard aimant de la femme qui se tenait à ses côtés. Il avait tout perdu pour finalement tout gagner. La musique continuait de flotter dans l'air, mêlée au rire. C'était la bande-son de son nouveau départ, une mélodie d'espoir qui promettait des jours heureux, simples et vrais. Il serra son fils un peu plus fort contre lui. Il était enfin là où il devait être. Ainsi, sous les étoiles de Normandie, 2 couples, séparés par l'âge mais unis par le désir d'une seconde chance, ont célébré leur amour. Julien a découvert que la paternité n'était pas un fardeau, mais le plus beau des cadeaux. Alain a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs du passé et suivre son cœur. Et Camille a vu son rêve se réaliser, trouvant non seulement le succès professionnel, mais aussi une famille unie et aimante. Leur histoire nous rappelle que même après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par briller. Les secrets peuvent détruire, mais la vérité, même si elle est douloureuse, est la seule chose qui puisse vraiment nous libérer et nous permettre de reconstruire. Merci d'avoir suivi cette histoire intense et émouvante. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que le destin puisse nous offrir une seconde chance de réparer nos plus grandes erreurs ?